Bonjour à tous et bienvenue sur la dernière partie, il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais, on va arriver sur globalement la dernière partie de ce qu'on débunk depuis quelque temps, le 24 bits 190 kHz, et ce qui fait que, eh bien, on va arriver sur la fin avec le côté mise en garde, etc., qui va être intéressant aussi sur ce qu'il dit. En tout cas, il y aura d'autres choses qu'il y aura à faire et j'ai tenté un petit peu, je voulais faire une vidéo sur tout ce qui est la dynamique des morceaux de musique et selon les sites de streaming, mais le problème c'est que parler de dynamique c'est très compliqué parce que bah, c'est très opaque. Aujourd'hui, l'autre chose c'est aussi la norme de volume avec le LUFS, mais qui inclut apparemment la dynamique, mais c'est un bordel monstre. Déjà que pour quelqu'un comme moi qui s'y connaît assez peu, c'est déjà compliqué à comprendre, mais alors pour quelqu'un qui est extérieur à ça, c'est n'importe quoi. Donc ce qui fait que c'est très opaque, c'est très compliqué, et il va falloir que je vois pour trouver quelque chose qui soit assez déjà bien vulgarisé pour moi, pour le vulgariser encore plus pour vous. Ce qui va pas être facile, donc ça va prendre un peu de temps, donc il y aura peut-être un peu moins de choses comme ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il faut aller aussi au bout des choses. Lorsque je parlais de la dynamique lors de la dernière vidéo, il y a vraiment ce côté où il faut chercher, quoi. Et le truc, c'est que c'est compliqué, parce que autant on a une très grande dynamique sur les fichiers, autant dans la réalité, la dynamique, elle est toute petite. Mais savoir à quel point elle est petite par rapport aux fichiers, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité de trouver quelque chose de clair et net là-dessus, sachant que bah, c'est pas forcément le plus important c'est que ça sonne bien. Et donc là, il va falloir que je trouve des trucs et des petites choses à montrer pour montrer que bah, on est très très loin du 120 décibels parce que c'est techniquement possible, mais notre oreille en est de très loin capable en réalité. Du coup, dernièrement, on avait parlé un petit peu sur tout ce qui était dynamique, comme je viens de le dire. Ça parlait aussi des tests d'écoute avec les différents forums. Là, on va parler un petit peu en termes de mise en garde. D'ailleurs, si vous remarquez, si vous avez un petit truc en haut, en fait, c'est parce que j'ai pris le Webmac Machine, parce que son site en ce moment là, il fonctionne pas. Donc il fonctionne un peu quand il veut. Néanmoins, il est présent déjà depuis 2012, donc ça date, hein. Il est important de ne pas sectionner des articles individuels ou des commentaires d'experts hors de leur contexte ou provenant de sources intéressées. Tous les articles ne sont pas entièrement d'accord avec ces résultats, et quelques-uns sont en grande partie en désaccord. Et c'est là tout le problème, parce que bah, c'est le problème de l'audio. Il est donc facile de trouver des opinions minoritaires qui semblent justifier toutes les conclusions imaginables. Quoi qu'il en soit, les articles et les liens ci-dessus sont représentatifs du poids et de l'étendue des archives expérimentales. Aucun article évalué par des pairs ayant résisté à l'épreuve du temps n'est en désaccord substantiel avec ces résultats. Donc en gros, cet article se base vraiment sur le côté scientifique. J'aimerais bien mettre le même, hein, voilà, scientifique. Donc c'est voilà, c'est là-dessus, c'est sur tout ce qu'on connaît jusqu'à l'heure actuelle. Donc encore une fois, la science ça peut évoluer, mais à l'heure actuelle, les oreilles, en termes de limites, on les connaît bien, et ce qui fait que par rapport au fichier, on peut le quantifier, et c'est déjà présent depuis très longtemps en termes de résultats. La controverse n'existe qu'au sein des communautés de consommateurs et d'audiophiles passionnés, et ça c'est vrai. Au contraire, le nombre de résultats expérimentaux ambigus, non concluants et carrément invalides disponibles à Google souligne à quel point il est difficile de construire un test précis et objectif. Les différences recherchées par les chercheurs sont infimes. Il nécessite une analyse statistique rigoureuse pour repérer les choix subconscients qui échappent à la conscience des sujets testés. Le fait que nous essayons probablement de prouver quelque chose qui n'existe pas rend les choses encore plus difficiles. Prouver une hypothèse nulle revient à prouver le problème de l'arrêt. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez que recueillir des preuves qui ont un poids écrasant. Et c'est là tout le problème. Globalement, en fait, hein, moi, je m'intéresse à pas mal de choses, et je suis pas mal de personnes qui parlent de ce côté scientifique et des différentes études qui existent. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui existent et qui vont mettre en avant un certain résultat. Le problème, dans ces études-là, c'est qu'elles ne sont pas assez solides pour être acceptables. Dans le sens, le nombre de personnes testées est trop petit. Vous avez aussi le fait que toutes les contraintes de l'étude ne sont pas assez solides, dans le sens ça peut laisser passer des choses, il n'y a pas assez de contraintes, il n'y a pas assez par exemple de double aveugle, de fait qu'il n'y ait pas d'autres choses qui vont entrer en conflit, etc. Et c'est ce qui va
poser problème dans beaucoup d'études qui vont mettre en attention le cas parce que, en fait, c'est une marque qui a demandé ça pour mettre en avant ses yaourts. Il a fallu trouver tel résultat. Ça, c'est par exemple les cigarettes, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est toujours le problème du côté scientifique, c'est qu'il y a des vraies études qui sont très lourdes, mais pas forcément très connues, et d'autres études qui sont beaucoup plus populaires parce qu'ils vont mettre en avant un résultat qui va être intéressant et qui va intéresser une certaine tendance, avec ce côté nouveau, révolutionnaire, etc., et qui en fait sont complètement fausses, mais tout a été fait pour faire croire qu'elle est vraie. Malgré cela, les articles qui confirment l'hypothèse nulle constituent des preuves particulièrement solides. Il est bien plus difficile expérimentalement de confirmer l'inaudibilité que de la contester. Encore une fois, pour être un peu plus précis sur ce qu'il est en train de dire, il est beaucoup plus facile de dire qu'un cheval, on sait ce que c'est, par rapport à une licorne. On ne peut pas dire que Dieu n'existe pas ou qu'une licorne n'existe pas. Tant qu'on ne la voit pas, elle ne peut pas exister. Mais peut-être qu'elle existe, c'est juste qu'on l'a pas encore vue. Et c'est là tout le problème de beaucoup d'études dans ce sujet-là. On ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. On ne peut prouver que des choses qui existent. Et donc forcément, c'est là où il y en a qui jouent beaucoup avec ça et qui pensent qu'on peut prouver que quelque chose n'existe pas. Si je vous dis que dans l'air, il y a des bêtes invisibles, comment je le prouve? Et pour ça, il faut faire des études, il faut vérifier, et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on peut pas dire que ça n'existe pas. On ne les a pas encore vus. Et c'est là le truc qui, dans la science, va beaucoup changer par rapport à quelque chose où les gens attendent un résultat net. Le fait qu'on leur dise on ne l'a pas encore trouvé, et du coup, c'est pas assez précis pour eux. Pour eux, ils veulent quelque chose de net et précis. Les erreurs non découvertes dans les méthodologies et les équipements de test produisent presque toujours des résultats faussement positifs en introduisant accidentellement des différences audibles, plutôt que des faux négatifs. Si les chercheurs professionnels ont tant de mal à tester correctement les différences audibles et infimes et isolées, vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile pour les amateurs. Comment gâcher, par inadvertance, une comparaison d'écoute? Le commentaire le plus important que j'ai entendu de la part des partisans de l'audio à très haut débit: j'ai moi-même écouté de l'audio à haut débit et l'amélioration est évidente. Êtes-vous sérieusement en train de me dire de ne pas faire confiance à mes propres oreilles? Bien sûr, vous pouvez faire confiance à vos oreilles. Ce sont des cerveaux crédules. Je ne dis pas ça avec désinvolture. En tant qu'être humain, nous sommes tous câblés de cette façon. On va parler d'un sujet que je l'avais déjà abordé, on va voir un petit peu, mais je vais vous parler justement alors de ce truc-là, mais je vais vous parler aussi de ma propre expérience au début où je m'intéresse à l'audio, à l'époque, et pour ceux qui me suivent, des KZ ZS6. Et vous allez comprendre. Dans tout test où un auditeur peut distinguer deux choix par n'importe quel moyen autre que l'écoute, les résultats seront généralement ceux auxquels l'auditeur s'attendait à l'avance. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est similaire à l'effet placebo. Cela signifie que les gens entendent des différences en raison d'indices et de préférences subconscients qui n'ont rien à voir avec l'audio. Comme préférer un amplificateur plus cher, plus attrayant, à une option moins chère. Oui, on se dit que c'est plus cher, donc c'est forcément mieux. Parfois, pas vraiment. Le cerveau humain est conçu pour remarquer des schémas et des différences, même là où il n'en existe pas. Cette tendance ne peut pas être désactivée lorsqu'on demande à une personne de prendre des décisions objectives. C'est complètement inconscient. On aura toujours des préjugés, donc là c'est ce qu'il dit. Un préjugé ne peut pas être non plus vaincu par le simple scepticisme. Une expérimentation contrôlée montre que la prise de conscience du biais de confirmation peut augmenter plutôt que diminuer l'effet. Un test qui n'élimine pas soigneusement le biais de confirmation ne vaut rien. En gros, la plupart des gens vont quand même avoir ce côté où ils se disent neutres, mais dans la réalité, comme ils veulent avoir ce résultat, inconsciemment, ils vont avoir ce résultat. Encore une fois, on va en reparler. Dans les tests en simple aveugle, un auditeur ne sait rien à l'avance des choix du test et ne reçoit aucun retour au cours du test. Les tests en simple aveugle sont meilleurs que les comparaisons informelles, mais ils n'éliminent pas les biais de l'expérimentateur. L'administrateur du test peut facilement influencer le test par inadvertance ou transférer ses préjugés subconscients à l'auditeur par le biais d'indices involontaires. Par exemple, êtes-vous sûr que c'est ce que vous entendez? Un langage corporel indiquant un mauvais choix, une hésitation. Il a également été prouvé expérimentalement que le biais d'un expérimentateur influence les résultats d'un sujet testé. Alors là, je vais vous donner un exemple très très simple. Mais là, c'est même pas du simple aveugle, c'est juste en fait une observation qu'on a cru vraie. C'était à l'époque où il y avait Vito. Vous vous souvenez de la chaîne Vito? Alors maintenant, il a tension de chaîne. Mais du coup, on habitait pas très loin et on commençait un peu à se voir régulièrement, c'était assez cool. Et
du coup, on écoutait des trucs, je faisais un peu découvrir l'hi-fi, etc. Et il me fait, hé, regarde, moi je suis sur Tidal, le son il est vachement mieux si je me mets en Wi-Fi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai pris mon fichier, c'était Tidal, je l'ai mis en 320. Enfin, je l'avais mis en mode 320 ou en mode MP3, je ne sais plus. J'ai écouté. Et ouais, ok. Et je change en me disant, je vais mettre un truc. Donc, je vais me concentrer plus pour voir les différences. Et ah, putain, je réécoute le même morceau. Je trouve qu'il y a plus de détails. On entend mieux les choses, notamment dans les aigus. Ça, c'est bizarre quand même. Ah, c'est cool. Ah, franchement. Ah, c'est bien. Et putain, quand même, c'est fou. Allez, je repasse en 320 pour voir. Je me reconcentre exactement sur le même endroit, sur le même truc précis que je veux voir comme différence. Ah bah non, j'entends la même chose. Dites-vous bien que, en gros, comme je me suis concentré à entendre plus de choses à un même endroit, je vais entendre plus de choses. Pourquoi? Parce que j'ai focus mon oreille et mon cerveau sur un truc précis. Alors que juste avant, je n'étais pas aussi focus sur ce truc-là. Et comme j'ai gardé ce même focus en revenant de la HD au 320, bah j'ai entendu les mêmes choses. L'effet placebo dans l'oreille, le problème étant que vous prenez deux écrans, l'un à côté de l'autre, vous pouvez les comparer, et vous pouvez les comparer par rapport au réel. Des écouteurs, bah, vous avez qu'une oreille, vous pouvez pas savoir ce que ça donne en neutre, parce qu'il n'y a rien de neutre. Vous ne saurez jamais à quoi ressemble un vrai son par rapport au son, parce que vous aurez toujours le micro derrière, parce que vous aurez toujours plein de choses en fait qui interfèrent avec la réalité. Et ça, c'est compliqué. Et donc du coup, à partir de là, dans l'audio, personne ne peut être complètement neutre. Même pas moi. Jamais. Personne. Même quelqu'un comme lui, il doit sûrement avoir ses propres préférences, et il doit avoir aussi ses propres biais de confirmation. Pour continuer un petit peu dans le sujet. Les tests d'écoute en double aveugle sont la référence. Dans ces tests, ni l'administrateur du test, ni la personne testée n'ont aucune connaissance du contenu du test ou des résultats en cours. Donc en gros, simple aveugle, il y en a un qui sait, et la personne qui est en train d'expérimenter ne sait pas. Le double aveugle, personne ne sait. Donc on fait des tests au hasard, et c'est les gens extérieurs au test qui savent quels sont les bons résultats. Dans ces tests, ni l'administrateur du test ni la personne testée n'ont aucune connaissance du contenu ou des résultats en cours. Les tests ABX, exécutés par ordinateur, en sont l'exemple le plus célèbre. Il existe des outils disponibles gratuitement pour effectuer des tests ABX sur votre propre ordinateur. ABX est considéré comme une barre minimale pour qu'un test d'écoute soit significatif. Les forums audio réputés tels que Hydrogène Audio ne permettent souvent même pas de discuter des résultats d'écoute à moins qu'ils ne répondent à cette exigence minimale d'objectivité. Donc le mode ABX, en fait, les tests ABX, c'est un système, en fait, donc là on peut voir le logiciel, alors personnellement je l'ai jamais utilisé, on va mettre deux fichiers, et on va lui dire, bah voilà, tu me mélanges tout, et l'idée c'est que je repère quel est le fichier HD du fichier non HD. C'est quelque chose qui est hyper intéressant, parce que le truc c'est qu'on ne sait jamais quand il switch, et on ne sait pas sur quel fichier il switch. Donc c'est à nous de deviner. Et c'est ce qu'on a vu, alors j'en avais déjà parlé il y a très longtemps, dans des sujets où du coup, il y avait différents tests par des journalistes qui avaient fait ça donc en simple aveugle, avec un système de type ABX, donc là pour le coup dans l'effet double aveugle, et la plupart des musiciens qui avaient fait tester ça, bah, ils n'avaient pas trouvé de différence. Pas de façon significative. Astuce pour le volume. L'oreille humaine peut consciemment distinguer des différences d'amplitude d'environ 1 décibel. Et les expériences montrent une conscience subconsciente des différences d'amplitude inférieure à 0,2 décibels. Les humains considèrent presque universellement qu'un son plus fort sonne mieux. Et ça c'est vrai, c'est un impact qui est considérable dans ce truc-là. Une autre anecdote là-dessus d'ailleurs qui me revient. Et 0,2 décibels suffit pour établir cette préférence. Toute comparaison qui ne parvient pas à faire correspondre soigneusement l'amplitude des choix verra le choix le plus fort préféré, même si la différence d'amplitude est trop petite pour être considérée comme remarquée. Enfin, pour être consciemment remarqué, oula. Les vendeurs de stéréo connaissent cette astuce depuis longtemps, et effectivement, sur les salons audio, ils ont tendance à faire péter à fond les watts. Très très fort. Sauf chez Triangle. Triangle, bah, ils nous disent un petit peu, et on met le volume qu'on veut, d'ailleurs, je testerai du Triangle bientôt. Il faut juste que je contacte le mec, mais j'ai prévu de tester ça. Au-delà de ça, autre test que j'avais fait, c'était à l'époque des TRN BA5. Vous pouvez regarder mon test, j'ai évolué depuis. J'avais eu un câble pour mettre en 2,5 mm sur un Z-Shell. J'ai débranché, j'ai changé de câble, j'ai rebranché,
j'ai trouvé qu'il y avait plus de détails. Ah, c'est trop bien, dis donc. Oh, le 2,5 mm, l'amplification est meilleure, j'ai un meilleur son. Donc les BA5, ils ont besoin d'une meilleure amplification, ça sonne mieux. Je fais mon test, je tourne mon test, je tourne, je dis ça. Et puis un peu plus tard, je reteste un truc. Et je fais... Attends. Je refais le test, et je fais attention au volume. Et j'essaie de repérer une autre partie du morceau où c'est censé être au même volume. Je rematch, je reswitch. Alors c'est toujours chiant, donc notre oreille n'a pas une très grande mémoire, donc il faut faire vite. Et il faut garder ça en mémoire très fort. Et en fait, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui m'avait donné cette impression de plus de détails? L'amplification de 2,5 mm qui était plus forte. Voilà. Ça passe vraiment par des trucs très très cons. Vraiment très cons. Et ça en fait partie. Même ce petit changement va vous faire croire ça. Et c'est 0,2 décibels, c'est très petit. Hein. Mais c'est très... En fait, c'est petite. C'est très légère différence. On va croire que c'est meilleur alors que c'est plus fort, mais on va pas forcément se rendre compte que c'est plus fort. Et c'est ça la subtilité du truc. La norme de test professionnel consiste à faire correspondre les sources à 0,1 dB ou mieux. Cela nécessite souvent l'utilisation d'un oscilloscope ou d'un analyseur de signal. Deviner en tournant les boutons jusqu'à ce que deux sources sonnent à peu près de la même manière n'est pas suffisant. Même ça, c'est compliqué. Moi, j'essaie de le faire au mieux, parce que surtout quand je fais des comparaisons d'intra, les sensibilités sont pas les mêmes. Donc il faut que j'arrive à peu près à faire correspondre un volume, et surtout, j'essaie de me concentrer sur un endroit ou un instrument pour qu'il sonne à peu près pareil. Et là, je me dis, ok, là, on est à peu près sur le même volume, je peux à peu près faire une comparaison. C'est du système D parce que j'ai pas le temps, et c'est clair que c'est pas le plus neutre, mais c'est déjà d'essayer d'être plus neutre, parce que le fait que ce soit plus fort, ça va déjà donner cette impression de plus de détails, par exemple. Donc même ça, j'essaie d'y faire au maximum attention. J'arrive à peu près à m'y retrouver, à me dire, ok, c'est à peu près ça, parce que je sens la différence, et je sais que cette différence de volume, elle peut m'induire en erreur. Donc ça, je le sais, et j'essaie de faire très attention à ça. Coupure. Le détourage est une autre erreur facile, parfois évitante, seulement rétrospectivement. Même que quelques échantillons écrétés ou leurs séquelles sont faciles à entendre par rapport à un signal non écrété. Le danger d'écrétage est particulièrement pernicieux dans les tests qui créent, rééchantillonnent ou manipulent des signaux numériques à la volée. Supposons que nous souhaitons comparer la fidélité d'un échantillonnage de 48 kHz à un échantillonnage source de 192 kHz. Une méthode typique consiste à sous-échantillonner de 192 à 48, à le suréchantillonner à 192, puis à le comparer à l'échantillon original de 192 kHz dans un test ABX. Cette disposition nous permet d'éliminer toute possibilité de variation de l'équipement ou de changement d'échantillon influençant les résultats. Nous pourrons utiliser le même DAC pour lire les deux échantillons et basculer entre les deux sans aucun changement de mode matériel. Malheureusement, la plupart des échantillons sont masterisés pour utiliser toute la gamme numérique. Un rééchantillonnage naïf, naïf dans le sens, ok, sans faire attention en gros, peut et sera souvent coupé de temps en temps. Il sera nécessaire de surveiller l'écrétage et d'éliminer l'audio écrété, soit d'éviter l'écrétage par d'autres moyens, tels que l'atténuation. Donc en gros, les systèmes de bruit de fond, etc., des différences de ce point de vue-là, ça peut créer des petites différences ou des harmoniques, ou etc., qui sont modifiées. Différents médias, différents masters. Et ça, c'est aussi une chose importante. J'ai parcouru quelques articles et billets de blog qui vantent les vertus du 24 bits ou du 192 kHz en comparant un CD à un DVD audio ou SACD du même enregistrement. Cette comparaison n'est pas valide, les masters sont généralement différents. Ça, c'est une chose aussi que j'ai cherché un peu et je cherche à savoir. Il faut savoir que si vous entendez des différences entre un CD et par exemple du Deezer ou du Spotify, bah c'est normal en fait, on n'est pas sur les mêmes masters. On n'est pas sur le même mixage. Pourquoi parce que en fait le truc c'est que on va pas être sur le même public et donc on va pas être sur le même système audio. Là où sur un CD on a tendance à dire ça va être sur un système hi-fi, on peut augmenter la dynamique et que ça reste très joli parce que l'équipement va pouvoir supporter une grande dynamique. Au contraire, si on passe sur du Spotify, on va être sur une dynamique qui va être plus compressée et donc il faut que ça fonctionne. En fait, pour que ça fonctionne sur des trous wireless, des casques audio à réduction de bruit, etc., et ben là, au contraire, il va falloir trouver un moyen d'avoir quelque chose qui sonne bien et qui soit écoutable sur des systèmes audio qui sont très compacts, beaucoup plus limités techniquement, et qui puissent convenir à tout le monde et que ça reste joli. Et là, c'est là où on va avoir une très grosse différence, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on va avoir de très grosses différences aussi entre les plateformes.
Et si ça se trouve, et c'est ce que j'essaye de savoir, mais c'est compliqué, autant qu'Obuzz va jouer avec le côté 24 bits, etc., autant il est très probable qu'au final, en fait, ils aient surtout des masters qui soient différents, ce qui est en général assez logique, mais surtout qui va coller à, justement, une clientèle beaucoup plus hi-fi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une clientèle qui est beaucoup plus hi-fi? On va pouvoir mettre une dynamique bien supérieure. Et après, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Alors, vu que je tape sur Cobuzz, je suis pas sûr qu'ils aient très envie que je leur pose des questions, mais je verrai peut-être. Mais je sais que, bon, voilà, ça joue avec un certain truc, mais ça veut pas dire que leurs fichiers sont moins bons ou pareils que les autres. Ils sont sûrement différents. Et je dis sûrement, parce qu'ils n'essaient pas du tout de toucher les mêmes cibles. Indice involontaire. Les signaux sonores involontaires sont presque inévitables dans les anciennes configurations de tests analogiques et hybrides numériques analogiques. Les configurations de tests purement numériques peuvent éliminer complètement les problèmes de certaines formes de tests, mais également multiplier le potentiel de bugs logiciels complexes. De telles limitations et bugs provoquent depuis longtemps des résultats faussement positifs lors des tests. Alors, The Digital Challenge, More on ABX Testing, oui j'adore mon accent, raconte l'histoire fascinante d'un test d'écoute spécifique réalisé en 1984 pour réfuter les autorités audiophiles de l'époque qui affirmaient que les CD étaient intrinsèquement inférieurs au vinyle. D'ailleurs, c'est le vinyle qui est plus limité. L'article ne s'intéresse pas tant aux résultats du test, que vous pourrez deviner, je suppose, mais au processus et aux désordres réels impliqués dans la réalisation d'un tel test. Par exemple, une erreur des testeurs a révélé par inadvertance qu'un expert audiophile invité n'avait pas fait de choix en fonction de la fidélité audio, mais plutôt en écoutant les clics légèrement différents produits par les relais analogiques du switch ABX. Il savait quand est-ce que ça changeait. Oups. Et du coup, il a su comprendre quel était lequel. Oups. Les anecdotes ne remplacent pas les données, mais cette histoire est instructive sur la facilité avec laquelle des défauts non découverts peuvent biaiser les tests d'écoute. Certaines des croyances audiophiles évoquées ici sont également très divertissantes. On espère que certains exemples modernes seront considérés comme tout aussi ridicules dans 20 ans. Enfin, la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui fonctionne réellement pour améliorer la qualité de l'audio numérique que nous écoutons? Et ça va commencer par ça. Et la chaîne, elle est là pour ça. De meilleurs écouteurs. La solution la plus simple n'est pas numérique. L'amélioration de fidélité la plus spectaculaire possible, pour le coup, vient d'une bonne paire d'écouteurs. Et ça, c'est vrai. Ça a un impact, vous n'imaginez pas. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, vous le savez. Pour ceux qui la connaissent pas encore trop, qui me découvrent, et qui êtes ici, déjà vous êtes arrivés loin, il faut savoir que vraiment, vous allez avoir des différences d'écoute qui sont impressionnantes. Aujourd'hui, je ne peux plus écouter sur des écouteurs, pas Bluetooth en soi, parce que le Bluetooth n'est pas le problème, mais sur des écouteurs True Wireless. Donc les full sans fil, parce que d'une part, l'amplification est vraiment très très limitée et très basique, mais les drivers aussi sont très limités. D'une part, parce que les drivers sont le dernier roue du carrosse quand ils construisent le truc, mais que derrière aussi, la chambre acoustique, elle est très limitée. Donc on est sur un ensemble de choses qui fait que la partie sonore n'est clairement pas prioritaire. Même pour du Sennheiser, il y a un coût qui est énorme dans toute la partie électronique, Bluetooth, sans fil, etc. Gardez à l'esprit que certains écouteurs sont chers car ils sont bien fabriqués, durables et offrent un excellent son. D'autres sont chers car il s'agit d'écouteurs à 20$ sous une couche de style, de marque et de marketing de plusieurs centaines de dollars. Oui, il y en a. Je ne ferai pas de recommandations spécifiques ici, mais je dirais que vous ne trouverez probablement pas de bons écouteurs dans un magasin à grande surface, ça c'est entièrement vrai, même s'il est spécialisé dans l'électronique ou la musique. Alors si vous avez des bons écouteurs, son vidéo, vous avez Cobra, vous avez tout plein de choses, j'en ai testé, si vous pouvez tester du Fir Audio, et j'ai pu ces casquettes phone aussi, vous avez Delta Audio aussi, vous en avez plein des revendeurs qui vendent des super bons trucs, et on a cette chance quand même en France, même si c'est pas forcément très connu. Comme pour tous les autres appels de la scène hi-fi grand public, faites vos recherches, et faites attention. La chaîne que je suis essaie justement de faire la lumière sur des écouteurs qui sont pas forcément très chers et qui sont bien meilleurs que ce que l'on aura en France, à moins de 100 ou 150 euros. Généralement, c'est surtout là où la Chi-Fi justement a un énorme impact et on a un vrai truc en plus. Mais après, au-delà, vous avez des choses très intéressantes qui sont européennes, américaines, etc. Mais les Chinois sont aussi très très forts. Bien évidemment, et je vous invite à aller voir encore sur Discord, avoir des intras de marque,
ou avoir surtout des intras de qualité plus que de marque, eh ben ça fait vraiment une grosse différence dans l'écoute. Beaucoup plus que des fichiers. La différence entre un FLAC et un MP3, ou même si vous prenez du 192, puisqu'on parle de ça, elle est minime. Déjà, sur des trous RLS, n'imaginez même pas sentir la différence, c'est pas possible, c'est pas parce que vous avez du LDAC que vous allez sentir la différence, mais quand vous allez tester, alors moi je vous conseille, vous avez la boutique en description, vous prenez des TRN-ST5, vous prenez des KZZS10 Pro X, ils sont à 40 balles. À 40 balles, l'équivalent à peu près, même les TRN-ST5 sont même un peu supérieurs, un peu plus chers aussi, à tout ce qui existe en termes de trous RLS sur le marché. Ça coûte 40 balles. 40-50 euros, vous avez la même chose. Les TRN-V90 correspondent aux 1000XM4, les 3RS 1000XM4 de chez Sony. Même les X5 sont un peu meilleurs, mais pas de ouf non plus, hein, c'est à peine meilleur. Et encore une fois, on parle de 300-400 balles versus 50 euros. Et encore, là c'est en France, il faut faire la marche chez nous aussi, etc. Mais si vous prenez sur AliExpress, c'est encore moins cher. Donc dites-vous bien que vous avez l'équivalent de 20 $, en gros, dans votre OS, au mieux. Allez, 40 si on est gentil. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne peux pas écouter à moins de... Enfin, si, à 60-70 euros dans la Chifi, on commence à avoir des trucs qui sont sympathiques, mais quand on connaît mieux, on va le regarder mieux, et ce sera toujours bien supérieur que de passer sur de la HD. Vraiment supérieur. Vraiment, vraiment supérieur. Et à la limite, peut-être que sur certains masters, on va sentir que si on prend le fichier HD, on va avoir une différence en termes de dynamique. Que à ce moment-là. Format sans perte. Il est vrai qu'un fichier OGG, ou MP3 ou AAC, correctement encodé, sera impossible à distinguer de l'original à un débit binaire modéré. Mais qu'en est-il des fichiers mal encodés? Moi, c'est pour ça. Quand je parle de MP3, je suis toujours ici. Moi, je parle toujours de MP3 320. Par défaut, c'est censé être ça la norme. C'est la norme de tous les sites de streaming, ou du OGG 256 chez Spotify, ou 256 AAC, qui a une meilleure gestion de la compression. Pour les fichiers mal encodés, il y a 20 ans, tous les encodeurs MP3 étaient vraiment mauvais par rapport aux normes actuelles. Si vous prenez des albums d'il y a 20 ans, c'est à peu près ça. Enfin, même encore pire que ça, parce que lui, ça date de 2012, son article. Par rapport aux normes actuelles. Beaucoup de ces vieux et mauvais encodeurs sont encore utilisés, probablement parce que les licences sont moins chères et que la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence ou ne se soucient de toute façon pas de la qualité. Pourquoi une entreprise dépenserait-elle de l'argent pour réparer ce dont elle ignore complètement qu'elle est cassée? Passer à un format plus récent comme le Vorbis ou AAC n'aide pas nécessairement. Par exemple, de nombreuses entreprises et particuliers ont utilisé et utilisent toujours l'encodeur Vorbis intégré de très mauvaise qualité de FFmpeg, car c'était la valeur par défaut dans FFmpeg, et ils ne savaient pas à quel point c'était mauvais. AAC a une histoire encore plus longue d'encodeurs de mauvaise qualité largement déployés. Tous les formats avec perte traditionnels le font. Les formats sans perte comme le FLAC évitent toute possibilité de nuire à la fidélité audio, avec un encodeur avec perte de mauvaise qualité, ou même par un bon encodeur avec perte utilisée de manière incorrecte. Une deuxième raison de distribuer... Donc en gros, le FLAC, ce qui est bien, c'est que l'encodeur de base du FLAC est de qualité. En gros, c'est ça qu'ils disent. Une deuxième raison de distribuer des formats sans perte est d'éviter la perte générationnelle. Chaque réencodage ou transcodage perd plus de données. Même si le premier encodage est transparent, il est très possible que le second présente des artefacts audibles. En effet, hein, c'est de la photocopie, donc ça va un petit peu, si on le met dans d'autres choses, dans le fait que l'algorithme va dire tiens, il faut transformer ça comme ça, et qu'on le retransforme, il est clair qu'à un moment donné, ça va avoir un impact. Cela compte pour ceux qui souhaitent remixer ou échantillonner des téléchargements. Cela est particulièrement important pour nous, chercheurs en codec, nous avons besoin d'un son clair pour travailler. De meilleurs masters. Les tests BAS que j'ai liés plus tôt mentionnent en passant que la version SACD d'un enregistrement peut sonner nettement mieux que la version CD. Ce n'est pas à cause d'une fréquence d'échantillonnage ou d'une profondeur d'échantillonnage accrue, mais parce que le SACD a utilisé un master de meilleure qualité. Lorsqu'elle est transférée sur un CDR, la version SACD sonne toujours aussi bien que le SACD original, mais est mieux que la version CD, car l'audio original utilisé pour créer le SACD est meilleur. Une bonne production et un mastering contribuent évidemment à la qualité finale à faire de la musique. Donc là, c'est ce qu'il disait.
La couverture récente de Mastered for iTunes et d'initiatives similaires émanent d'autres labels de l'industrie et quelque peu encourageants. Ce qui reste à voir est de savoir si Apple et les autres comprennent réellement ou s'il s'agit simplement de pièges pour vendre aux consommateurs une autre copie plus chère de la musique qu'ils possèdent déjà. Bah du coup c'est pour faire du fric. Entouré. Un autre crochet de vente possible, auquel je souscrirai moi-même avec enthousiasme, concerne les enregistrements surround. Malheureusement, il y a ici un péril technique. Le surround discret à l'ancienne, avec de nombreux canaux, 5.1, 7.1, etc., est une relique technique remontant au cinéma des années 60. Il est inefficace et utilise plus de canaux que de systèmes concurrents. L'image surround est limitée à tendance à s'effondrer vers les enceintes les plus proches lorsqu'un auditeur s'assoit ou change de position. Nous pouvons représenter et coder une localisation excellente et robuste avec des systèmes comme Ambisonics. Bon là du coup c'est depuis Dolby qui a été développé et qui a été très mis en avant. Les problèmes sont les coûts de l'équipement de reproduction et le fait que quelque chose encodé pour un champ sonore naturel sonne mal lorsqu'il est mixé en stéréo, et ne peut pas être créé artificiellement de manière convaincante. Il est difficile de simuler des sons ambisoniques ou holographiques, un peu comme la façon dont la vidéo 3D semble toujours dégénérer en un gadget criard qui rend de manière flamme 5% de la population malade. Dans l'idée, effectivement, alors aujourd'hui on a Dolby avec cette idée que, et c'est Apple qui l'a mis en avant, avec le côté un petit peu, comment ils appellent ça déjà L'Apple, enfin en gros la musique en 3D, hein, on va simplifier comme ça. Le problème de ça, c'est que dans la réalité, bah, ça sonne pas vraiment mieux. Même certains mix, les premiers mix en tout cas Dolby, donc l'idée d'avoir un son en 360 degrés, je vous laisse regarder mon test très très complet du Apple AirPods Max. J'avais pu tester à ce moment-là ce système-là. Ça a des très très gros inconvénients. Sur les films, ça marche très très mal et ça, le côté virtualisé vous dégomme la qualité de la musique au point où, en gros, la musique est complètement masquée par le film. J'avais testé ça sur The Rock par exemple. Donc vous avez déjà ce type de problème-là. L'autre problème étant que quand il y en a qui ont fait un système pour passer donc, du Dolby en plusieurs canaux, donc au mixage de base, sur du stéréo, donc du 5.4 par exemple sur du stéréo, bah, dans la réalité, soit ça va sonner à peu près pareil parce que ça a été relativement bien fait, mais en fait on n'a pas d'ajout spécifique, parce qu'on reste sur de la stéréo, soit le problème étant que ça va être moins bon, ça va moins bien sonner. Mais parce que ça va sonner différemment, certains vont préférer. Juste parce que ça sonne différemment. Mais pour ceux qui ont l'habitude d'entendre certains fichiers, bah on va sentir que, ah ok, ils ont fait ça sur ce fichier-là, ils ont fait ça, donc ils ont mis plus de basse ici, ah là ils ont mis plus d'aigus, ouais, bah, ouais, c'est pas beau, oh, la voix, qu'est-ce qu'ils ont fait à la voix. Moi j'ai eu vraiment ce sentiment-là, ça passait pas du tout. L'audio binaural est tout aussi difficile. Vous ne pouvez pas le simuler car ça fonctionne légèrement différemment chez chaque personne. Il s'agit d'une compétence acquise adaptée au système d'auto-assemblage des pavillons, des conduits auditifs et du traitement neuronal. Et elle ne s'assemble jamais exactement de la même manière chez deux individus. Les gens bougent également inconsciemment la tête pour améliorer la localisation et ne peuvent pas bien localiser à moins de le faire. C'est quelque chose qui ne peut pas être capturé dans un enregistrement binaural, bien que cela puisse, dans une certaine mesure, en surround fixe. Ce sont des obstacles techniques difficilement impossibles. Le son surround discret fait ses preuves sur le marché, et je suis personnellement particulièrement enthousiasmé par les possibilités offertes par Ambisonics. Bon, au final, c'est pas vraiment sorti, mais bon. Pour finir, en gros, ce qu'il dit. Le but, c'est d'apprécier la musique, non? La fidélité de lecture moderne est incompréhensiblement meilleure que celle des systèmes analogiques déjà excellents disponibles il y a une génération. L'extrême logique est-il autre chose qu'un simple problème du premier monde? Peut-être, mais les mauvais mixages et encodages me dérangent, ils me distraient de la musique et je ne suis probablement pas le seul. Moi, le problème étant que, et j'en avais parlé dans deux vidéos, donc à la fin dans la partie échantillonnage, le problème étant que dans le métal notamment, ça se ressent. Et certains ont vraiment abusé de ce côté très mal mixé, et ce qui fait que la musique est très belle, mais en fait, ils ont tellement compressé le truc pour que ça rentre et pour que ça puisse fonctionner sur des systèmes très bas de gamme, que bah, dès qu'on a quelque chose d'un peu joli à écouter, bah en fait, bah, ça sonne hyper mal. Et par rapport à d'autres morceaux, bah t'es là en bas. Bah non, en fait, je l'aime bien, mais je l'écoute pas, parce que je m'emmerde dessus. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi s'opposer au 24-191 kHz? Parce que c'est une solution à un problème qui n'existe pas. Un modèle économique basé sur l'ignorance volontaire et l'escroquerie.
Excusez-nous. Je rappelle aussi que certains essaient d'avoir des codecs Bluetooth qui permettent de faire passer 2 mégabits par seconde pour l'audio HD. Bonjour robot. Ça ne sert à rien. Améliorer déjà les codecs existants pour que ça soit bien, très stable surtout, et avec un débit fiable, pour du 500 kilobits seconde, allez, on va être gentil, 500. Ce que fait Qualcomm d'un côté, ce que fait aussi le Bluetooth avec le Low Energy et le LCE, si j'ai pas de bêtises, non c'est LCE, je sais plus. Avec quelque chose qui soit certes compressé, avec perte, tout ça, mais qui fonctionne bien. Et de façon fiable, avec une petite distance, et que ça perde pas, ou ça s'écrase pas au premier truc, comme du LDAC ou le 990, si on bouge légèrement, hop, il perd la connexion. Donc ça ne sert à rien. Hein, le LDAC en 990 ne fonctionne jamais, vous êtes généralement en 660 kilobits. Plus la pseudo-science reste incontrôlée dans le monde en général, plus il est difficile pour la vérité de vaincre la vérité. Enfin, pour la vérité de vaincre la vérité. Même s'il s'agit d'un exemple petit et relativement insignifiant. Pour moi, il vaut bien mieux appréhender l'univers tel qu'il est réellement que de persister dans l'illusion, aussi satisfaisante et rassurante soit-elle. Alors, on a quelques lectures complémentaires. Le codage audio numérique de haute qualité. Donc, il est magnifiquement concis malgré sa plus grande longueur. Nos conclusions diffèrent quelque peu. Il considère comme acquise la nécessité d'une gamme de fréquences et d'une profondeur de bit légèrement plus large, sans grande justification, mais la présentation est claire et facile à suivre. Je ne suis peut-être pas d'accord avec beaucoup d'autres articles de Monsieur Stewart, mais j'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Les petits trucs que j'aime bien. Ici, donc 2012, Sampling Theory for Digital Audio, donc de Dan Lavery et Lavery Engineering, est un autre article qui souligne, souligné par plusieurs lecteurs. Il élargit mes 2 pages environ sur l'échantillonnage, le suréchantillonnage et le filtrage en un traitement plus détaillé de 27 pages. Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreux graphiques, exemples et références. Stéphane Pigeon, d'AudioCheckNet, a écrit pour intégrer les tests d'écoute basés sur un navigateur présenté sur son site web. L'ensemble des tests est encore relativement restreint, donc depuis ça, on va voir si ça existe toujours, mais plusieurs d'entre eux étaient directement pertinents dans le contexte de cet article. Ils ont bien fonctionné, et j'ai trouvé la qualité assez bonne. Note de bas de page, bon ça après c'est plein de choses, voilà blablabla. Ok, voilà un petit peu, on en a combien de minutes? 36 minutes. Oh, c'est bien pour finir, hein. C'est très très bien pour finir. Je testerai d'autres choses pour voir. Je vais essayer de trouver d'autres choses. J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas, ce truc-là. J'espère que ça vous aura appris des choses sur le monde un peu de l'audio, de tout ça, et que on conclut ça de façon sympathique. J'essaie de trouver d'autres trucs, que ce soit du debug, des trucs un peu plus drôles, etc. Mais ce qui fait que ce sera intéressant. Je sais pas, Stéphane Pigeon, je connais pas du tout cette personne-là. Jamais entendu parler. Il a fait plein de trucs avec des pigeons, ok. Donc, voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu de voir un peu tout ça, de voir un truc un peu particulier. J'espère que ça vous aura fait un petit accompagnement tout le long de ce petit voyage au travers de choses un peu particulières. Et puis, je vous dis dans tous les cas, à bientôt. Il y aura d'autres tests comme d'habitude. Et comme dit, on va essayer de s'amuser avec d'autres trucs un petit peu farfelus pour rester dans quelque chose d'un peu plus léger et aussi plus court. On va essayer. Sur ce, à bientôt. Et amusez-vous bien dans l'audio, tout simplement. Et partagez aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas.